Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous propose un petit voyage de 20 minutes dans une télécabine afin d'en découvrir un tout petit peu le fonctionnement technique. Pour cela, nous utiliserons la télécabine de l'Olympe, de Brides-les-Bains jusqu'à Méribel-Alpina. Elle entre en service en 1991 à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver de 92 afin d'offrir un accès direct à la vallée de Méribel. Elle a donc 34 ans. Rénovée en 2021, elle comporte 133 cabines d'une capacité de 6 places chacune. De vastes cabines bien aérées, tout en plastique transparent. C'est juste un peu dommage que les autocollants soleil-évite qui sont trop gros nous cachent le paysage. Le parcours s'effectue en 3 tronçons. Départ de Brides-les-Bains, altitude 610 mètres, jusqu'aux Alus, altitude 1110 mètres. Premier tronçon, le plus long, durée 9 minutes, longueur 2,6 km. Second tronçon, les Alus, altitude 1110 mètres, jusqu'au Raffort, altitude 1310 mètres. Durée 7 minutes, longueur 2,2 km. Troisième tronçon, le Raffort, altitude 1317 mètres, jusqu'à Méribel-Alpina, altitude 1439 mètres. Durée 5 minutes, longueur 1613 mètres. Soit 6 km 400 pour une dénivelée de 829 mètres en 21 minutes. Ça va aussi vite qu'en voiture. Le débit de l'Olympe est de 1020 personnes à l'heure pour une durée totale de 21 minutes à la vitesse de 18 à 20 km/h. Cette vitesse est réglable en fonction du vent, des conditions météo, du monde à l'embarquement. La liaison entre le câble tracteur et la cabine est réalisée par une attache appelée pince. Cette télécabine est véhiculée par un câble tracteur, porteur-tracteur. Dans une télécabine, il y a moins de véhicules sur la ligne que sur un télésiège débrayable. Il faut laisser le temps de l'embarquement. La vitesse des cabines en gare, qui est faible, alors que sur un télésiège, les skieurs gardent les skis au pied, cette vitesse peut être plus élevée. Il y a moins de ralentissement. Ce débrayage permet une vitesse d'embarquement très faible. 1 km/h en gare, c'est peu, et une vitesse de croisière le long du câble de 18 à 20 km/h. Bien sûr, les vitesses de déplacement sont réglementées, donc limitées. La liaison entre la cabine et le câble est assurée par un système mécanique qui pince ce câble et se bloque sur celui-ci. Cette liaison entre la pince et le câble tracteur n'est pas permanente. Cette pince est capable, par des dispositifs spéciaux, de se désaccoupler du câble lorsqu'elle arrive en gare, permettant l'embarquement à faible vitesse et de se réaccoupler pour le transport à grande vitesse sur la ligne. Dans la gare, il est nécessaire de désaccoupler la pince du câble pour permettre le ralentissement de la cabine afin de laisser le temps aux passagers de monter, toujours à la vitesse de 1 km/h, puis de réaliser l'opération inverse, soit d'accélérer le véhicule et accoupler de nouveau la pince sur le câble pour atteindre la vitesse de 18 à 20 km/h. Cette pince permet, après désaccouplement, de la désolidariser du câble et de ralentir la cabine en gare, le temps de l'embarquement alors que les autres véhicules en ligne conservent leur vitesse de croisière. Très étonnant déjà, cette technologie de câble débrayable n'est pas nouvelle. Elle a été développée dès les années 1870. La force de serrage des mâchoires de la pince est procurée uniquement par la compression de ressorts, plusieurs ressorts, à serrage direct. À l'entrée de la gare, l'action sur les morts mobiles au niveau du galet d'ouverture comprimera les ressorts et écartera les deux morts les uns par rapport aux autres et libérera la cabine du câble. Cette pince va être actionnée uniquement lorsqu'elle est en gare. Puis, entrée en gare, la cabine va être prise en charge par des rails afin de soulager le câble du poids de celle-ci. Pendant ce temps, des pneus en rotation vont venir faire pression sur le patin d'entraînement. Aucun effort ne s'exerce sur le câble. Une fois que cet équilibre est atteint, une came d'ouverture-fermeture va faire pression sur le galet d'ouverture de la pince afin de l'ouvrir. Toutes ces opérations se passent bien sûr en mouvement.
On entend d'ailleurs bien les claquements, les cliquetis lors du décrochement. Lorsque la pince est ouverte, le câble est dévié vers le bas et s'échappe des deux morts de la pince. La cabine est désaccouplée du câble et transportée par un chariot. En fin de compte, cette pince est similaire à un étau qui enserre le câble et se bloque sur celui-ci. Le chariot, le convoyeur, à faible vitesse, véhicule la cabine pendant que les autres cabines solidaires du câble conservent leur vitesse de transport. Le convoyeur, c'est un ralentisseur et lanceur, prend la cabine en charge tout au long du parcours, en gare, et toujours à faible vitesse, 1 km/h. C'est cette espèce de chaîne qu'on entend cliqueter tout le long du parcours et qu'on voit d'ailleurs. Nous allons maintenant parler un peu des pylônes. C'est un assemblage de fûts en plusieurs tronçons, emboîtés, vissés les uns aux autres. L'épaisseur de la tôle du tube est de 1 cm en général. C'est déjà très épais. Ce sont des tôles enroulées en spirale puis soudées les unes aux autres. La tête du pylône est placée au sommet du fût métallique et va servir à accrocher les balanciers qui soutiennent le câble. C'est tous les trains de roues qu'on voit. Ce sont ces balanciers qui réalisent la liaison entre le pylône et le câble. Ce balancier doit permettre le passage des pinces des véhicules, donc de la cabine. Ils sont constitués de galets, bien alignés déjà, articulés 2 à 2 pour former des trains de galets qui guideront, supporteront et maintiendront le câble. Ces galets possèdent un bandage caoutchouté pour amortir les vibrations et réduire l'usure du câble. C'est le bruit caractéristique que l'on entend au passage d'un pylône sur les galets. Ce bruit est d'ailleurs différent selon le type de pylône. Sur le trajet, selon la configuration du terrain, le câble peut avoir tendance à monter ou descendre. Il faut donc le supporter pour l'empêcher d'aller vers le bas et le compresser pour aller vers le haut. Mais aussi de le maintenir lorsque le câble peut se déplacer vers le bas et vers le haut en même temps, dans les parties horizontales. Il faut qu'il reste solidaire du pylône. Il existe 3 types de pylônes. Le pylône support, le pylône compression et le pylône maintien. Le pylône support, en général, c'est celui qui est le plus courant. Il supporte le câble et évite que celui-ci, par gravité, soit trop près du sol ou ne tombe. Puis, nous avons le pylône compression. Il est inversé par rapport au pylône support. Il va pousser le câble vers le bas pour maintenir une tension du câble suffisante afin qu'il ne monte pas trop haut. Les pylônes compression sont toujours utilisés au pied d'une pente et en sortie de gare. Lorsque la ligne prend de la pente, elle a tendance à monter, donc le câble... À noter que le passage d'un pylône compression est un peu moins confortable qu'un pylône support. Les secousses, les vibrations et le bruit sont plus importants à cause du passage du haut des pinces sous les galets, qui n'est pas lisse comme le dessous de la pince. Les pylônes maintien sont un mélange des 2 types. Ils sont utilisés lorsque l'appui sur la partie support ou compression n'est pas permanent. Donc, lorsque le câble risque de monter ou de descendre. Il faut alors le maintenir haut et bas, le bloquer, le maintenir. Ce câble, il passe entre des trains de galets supérieurs et inférieurs. Il ne peut donc ni monter ni descendre. Il est prisonnier entre les rangées de trains de galets. Il est maintenu. On les utilise lorsque la pente de la remontée est constante et qu'il n'y a pas une grande force exerçant sur le pylône. Dans des tronçons horizontaux en général. Certains pylônes peuvent être revêtus d'une épaisseur supplémentaire protectrice. La paroi y est plus épaisse sur une partie du pourtour. C'est une protection thermique. En effet, sur un pylône qui fait 10 mm d'épaisseur, on a toujours une face exposée au soleil et une autre à l'ombre. Ce qui fait qu'en altitude où les froids sont intenses et à l'arrivée du soleil, il y a une différence de température très importante entre les 2 côtés du pylône, d'où dilatation du côté soleil. Le pylône se déforme. Surtout en altitude où l'ensoleillement est soudain alors que la température à l'ombre du pylône est encore très basse. Donc sans cette protection, le pylône risque de se tordre, de se vriller et le câble ne sera plus aligné, ce qui déclencherait les protections de sécurité et arrêterait la télécabine. On appelle ces protections des chaussettes thermiques. Sur les pylônes, on doit réagir immédiatement au cas où le câble déraille. Pour ce faire, on dispose de capteurs sur les balanciers. Ils surveillent en permanence l'alignement et le maintien du câble
sur sa voie. Toutes les cabines passent dans une gare qui sert de garage pour ranger les bennes en hors saison. Il est indispensable de pouvoir stocker ces cabines à l'abri dans un garage afin de les protéger des intempéries, des rayons du soleil, du vent. Une cabine a une prise au vent importante, bien plus qu'un télésiège. Elle peut se balancer et causer des dommages en cas de vent violent. Elle est souvent en plastique qui n'aime pas trop l'osivet non plus. En gare, pour l'entre-saison, un aiguillage permet de passer les cabines dans le garage. L'embarquement des passagers se réalise à vitesse très réduite, de l'ordre de 0,3 m par seconde. Toutes les remontées sont bardées de sécurité de toutes sortes. Des capteurs de position, d'effort, de passage, des capteurs de vitesse du vent, des capteurs de balancement des cabines, des capteurs de serrage, de déraillement, de contrainte, d'alignement, etc. Tout ce matériel est piloté par un automate programmable industriel qu'on appelle un API, qui gère le tout. Il ne faut pas croire que les remontées mécaniques sont laissées sans surveillance. Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés est un service d'État dépendant du ministère de la Transition écologique. Il est en charge du contrôle de la sécurité des remontées mécaniques des stations de montagne. Au départ, les projets sont construits et réalisés par un constructeur, Ponagalski, Leitner, enfin n'importe lequel, puis évalués par des experts indépendants agréés par ce bureau. Une fois la construction effectuée, les exploitants des installations, ici les Trois-Vallées, réalisent des contrôles journaliers, hebdomadaires et mensuels permettant de vérifier le maintien du bon fonctionnement du système. De plus, entre les contrôles techniques avancés, l'oreille avertie des conducteurs du système est un bon atout. Avec l'habitude, un bon conducteur détecte tout de suite une anomalie. Le dispositif est complété par ce qu'on nomme de grandes inspections, où chaque appareil fait l'objet de vérifications approfondies de ses composants de sécurité, réalisées après démontage de ceux-ci, au bout de 15 ans, 10 ans, puis tous les 5 ans. Le câble, maintenant, c'est la partie la plus importante de la sécurité. Il est formé d'une âme et de torons en acier, eux-mêmes formés de fils métalliques torsadés ensemble. Il y a généralement 6 torons autour de l'âme. Ils subissent avec l'humidité en altitude une corrosion, des contraintes de traction et de tension. Il peut être soumis à des impacts de foudre, au vrillage, plus le vrillage naturel, à l'abrasion, à des vibrations, à des frottements, à la dilatation et à la rétraction. Le câble est exposé au vent, au givre qui vient augmenter son diamètre et son poids, au froid intense, au changement de température. Le vrillage est une caractéristique naturelle d'un câble lié à sa construction en spirale. Dans son trajet, le câble se vrille, par exemple au passage des poulies d'un pylône ou dans la poulie motrice. Ceci entraîne des anomalies. Anomalies comme le glissement du câble dans les pinces qui bloquent et maintiennent la cabine. Le câble peut s'échapper des gorges des poulies par rotation du vrillage. Il peut aussi desserrer le toronnage du câble. On mesure le vrillage d'un câble par adjonction d'un capteur de rotation sur ce câble qui indiquera le nombre de tours effectués sur lui-même. Je ne sais plus dans quel téléphérique, le câble a fait 64 tours sur lui-même dans une saison. Tous ces facteurs additionnés viennent en abréger sa durée de vie. Pour détecter ces anomalies, il y a des contrôles visuels, auditifs, des contrôles gammagraphiques et des contrôles magnétographiques. Le contrôle graphique, par exemple, c'est une technique issue de la radiologie appliquée à l'industrie par rayons gamma, des rayons X, à l'aide d'un gammagraphe. Ce système est utilisé dans beaucoup de domaines. Il permet de contrôler les câbles, les soudures, le béton, les cuves, les réservoirs, un tas de choses. Le câble forme un seul tronçon de plusieurs kilomètres sans soudure ou attache quelconque. Pour fermer un câble, on fait une épissure, bien connue des électriciens. L'épissure est un assemblage mécanique qui permet de constituer une boucle en reliant les deux extrémités d'un même câble par entrelacement des torons eux-mêmes. On tricote les câbles des torons entre eux, les brins sont imbriqués les uns dans les autres, d'un bout à l'autre. Et ce qui est fabuleusement étonnant, c'est la longueur de cette épissure. Elle est fixée réglementairement à 1200 fois le diamètre du câble. Prenons par exemple un câble de 50 mm de diamètre, gros comme un poignet. Eh bien, on aura une longueur d'épissure de 55 mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 55 mètres pour un câble gros comme un poignet. Au départ, nous avons croisé le personnel d'exploitation. Ils ont un rôle important pour la sécurité. Le rôle du conducteur est de surveiller l'embarquement depuis l'ouverture des portillons jusqu'à la descente.
Si besoin, il adapte la vitesse de la machine au niveau des usagers et aide à l'embarquement. Il surveille tout, c'est lui qui connaît sa machine, il vit avec, il l'écoute, il la sent vivre. Je suis même sûr qu'il y en a qui doivent lui parler.